Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier Sérirama. Sérirama, le nouveau format série vidéo de Télérama. On va se retrouver tous les lundis à 18h. Une semaine sur deux, on sera en Facebook Live, c'est-à-dire ici même, pour débattre avec des invités, avec des membres de la rédaction de Télérama, des dernières nouveautés sérielles, de celles qui viennent de se terminer, de celles qui commencent. Et l'autre semaine, puisque le Facebook Live c'est une semaine sur deux, l'autre semaine, ça sera des émissions critiques avec d'autres journalistes pour là aussi s'attaquer aux dernières nouveautés. On va commencer avec un sujet qui s'est imposé de lui-même, c'est un petit peu, on n'a parlé que de ça cet été, la série la plus discutée, la plus débattue de ces 6-7 dernières années maintenant, Game of Thrones. On va revenir une dernière fois sur cette saison 7 de Game of Thrones. Donc, si tout se passe bien, vous avez dans un coin de votre écran un petit logo qui va vous dire attention spoiler. Si vous n'avez pas vu cette saison 7 de Game of Thrones, il est temps de vous éloigner de votre Facebook parce que vous allez vous faire spoiler. On va vous balancer toute l'histoire. Peut-être pas, mais en tout cas, on va en parler. Évidemment, on est là avec vous. Donc, vous envoyez vos questions, vos réflexions sur cette saison 7. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, on en discutera. Je dis on, puisque je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'Olivier Millot, Olivier, là, je bute sur ton nom d'entrée de jeu, qui est le responsable du service télé et qui est un fin connaisseur de Game of Thrones, y compris des bouquins, on en parlera. Là où moi, j'avoue ne pas avoir lu les livres de George R.R. Martin. J'ai ouvert le début, ça n'a pas vraiment été ma tasse de thé. Donc, j'ai suivi la série, j'ai aimé la série, j'ai un peu moins aimé la série. Bref, on va en débattre de cette saison 7. En attendant vos questions, on va attaquer tous les deux avec ce changement majeur de rythme qui a eu lieu, puisque d'une part, il y avait moins d'épisodes que d'habitude. On était habitué à des saisons de 10 épisodes. Cette fois-ci, il n'y en avait que 7. Et puis, clairement, la narration s'est accélérée. J'ai dit dans ma critique qui a été mise sur telerama.fr la semaine dernière, après le dernier épisode, que j'avais trouvé ça plutôt décevant. Je crois savoir que tu es plutôt, toi, satisfait de cette accélération. Moi, j'ai beaucoup moins de réserves que toi sur cette 7e saison, parce que je trouve que chaque saison de Game of Thrones, on avait une critique récurrente, en tout cas depuis 2 ou 3 saisons, qui était due au nombre de personnages. Et du coup, le nombre de personnages faisait que ça parcellisait beaucoup les épisodes. En gros, il y avait 2-3 minutes consacrées à chaque personnage, et du coup, ça nuisait à la narration. Alors, au cours de cette 7e saison, on a eu un regroupement en gros par binôme ou par trio, avec d'un côté les Lannister, Cersei et James, de l'autre Jon Snow et Sir Davos, Daenerys et Tyrion bien entendu, du côté des Stark, Sansa et Arya et Bran. Et du coup, la narration se focalise là-dessus, ce qui donne lieu à des scènes un peu plus longues, moi que je trouve, un peu plus posées, et du coup à une narration beaucoup moins hachée, avec, c'est vrai, un certain nombre de batailles, mais celles-là, on les attendait. Elles sont imposantes. On avait le souvenir de la saison précédente où on s'était ennuyé pendant 8 épisodes avant d'avoir 2 derniers épisodes assez explosifs. La fameuse bataille des bâtards, qui, à mon sens, est la meilleure bataille de Game of Thrones pour l'instant. C'est vrai. Ça se discute avec la saison 7. Ça reste, à mon avis, la meilleure bataille, mais il y a quand même quelques batailles assez explosives dans cette dernière saison 7. C'est une affirmation, elle est bien, elle va nous permettre d'attaquer un peu le débat. C'est Dean qui dit la saison 7 est la moins bonne qualitativement parlant, mais c'est ma préférée. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qu'ils ont recherché, c'est-à-dire à créer un plus gros divertissement, à créer quelque chose dont on se plaindrait moins. Alors c'est pas gagné parce qu'il y a eu pas mal de contests. Et pour revenir sur ce premier point que j'ai abordé du rythme, moi j'étais embêté par quelque chose, et en même temps, je suis pas de mauvaise foi, mais c'est presque une réflexion de critique gâtée ou d'enfant gâté de la série télé. C'est que ça fait 6 saisons que je me plaignais de dire c'est trop étiré, on s'ennuie, on nous dit l'hiver va arriver, l'hiver n'arrive pas, et c'est tout le temps pareil, et ça blablate, et il y a 12, comme tu disais, le récit est extrêmement dispersé. Vivement que ça castagne. Je peux reprendre mes critiques de toutes les saisons d'avant, et à chaque fois je dis bon, c'est quand que ça castagne? Et là, pour le coup, on a eu ce qu'on demandait, et je me plains. Et je dis, finalement, c'est là que je me rends compte que ce qui me plaisait dans Game of Thrones, c'était la construction des personnages, c'était les dialogues, c'était les psychologies, et que j'ai l'impression que dans cette saison, l'accélération a finalement permis une fluidification, je crois que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec 3 grandes équipes, l'équipe Cersei, l'équipe Jon Snow, Daenerys, et l'équipe White Walker qui attend son tour là-haut au nord et qui arrive et qui va tout casser. Et du coup, ça c'est bien, c'est simplifié. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, puisque tout le monde se retrouve dans la même pièce presque,
eh ben, il n'y a plus de la place pour tout le monde. Et que même en nettoyant le nombre de personnages, en faisant que les choses soient resserrées, ben, finalement, là où ça aurait dû permettre, comme tu le dis, des dialogues plus fins, etc., j'ai eu l'impression que cette saison 7 s'était un petit peu oubliée niveau dialogue et avait mis l'accent sur la castagne et sur les scènes de combat, qui, encore une fois, étaient souhaitées, moi le premier. Mais que du coup, j'ai eu l'impression, et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ont dit on a affaire à un blockbuster, et dans blockbuster, le terme blockbuster est un petit peu négatif en général, ça veut dire un grand spectacle moins fin psychologiquement. Ceux qui s'opposent, ceux qui sont plutôt dans la déception, disent qu'il y a par exemple beaucoup d'incohérences narratives. Ça, on ne peut pas nier qu'en accélérant les choses, là où la série avant était en mode vraiment je dois aller à l'autre côté de Westeros, ça va prendre 5 épisodes. Maintenant, ils prennent le super avion hyper express et hop, ils sont direct de l'autre côté. Oui, mais on a souvent reproché à la série d'être trop explicite, trop lente, trop dans la narration de chaque personnage et tout. Aujourd'hui, il faut savoir terminer une série. 2, on en est quand même à la saison 6. Les caractères des principaux personnages sont posés. On sait bien qu'ils ne vont pas en changer, sauf à introduire des incohérences dans le récit. Et c'est vrai que dans l'accélération, il y a quelques ellipses. Et il y a quelques ellipses qui peuvent être gênantes. Le retournement de Sansa vis-à-vis de Lord Baelish, puisque, attention spoiler, vous savez donc que Lord Baelish finalement est assassiné. S'est fait avoir et est assassiné sur la cause de la famille Stark, des enfants Stark. Et là, c'est vrai que c'est amené d'une façon assez curieuse, ce qui est d'ailleurs expliqué. C'est un piège pour les téléspectateurs, le genre de piège qui est un peu malhonnête. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que les deux sont en train de s'engueuler, et finalement, c'était une feinte et on s'est tous fait avoir. Oui, mais c'est surtout parce qu'ils ont coupé une scène au montage qui existait, où Bran devait expliquer à Sansa en quoi Lord Baelish en fait était en train de la tromper. Ils ont choisi de supprimer la scène. En même temps, d'un point de vue narratif, ça fonctionne très très bien parce que du coup la surprise pour le téléspectateur est beaucoup plus importante. Parce que son petit sourire en coin, Lord Baelish, il commençait sincèrement à nous taper sur le système. C'est d'ailleurs un des personnages qui a un peu pâti, moi je trouve, dans cette dernière saison, qui était un peu une caricature de lui-même. Et c'est J'aurais tendance à voir ça avec pas mal de personnages. Je suis complètement d'accord quand tu dis que en même temps, c'est vrai qu'on connaît bien les personnages et que c'est plus forcément la peine de les redéfinir en permanence et de les approfondir en permanence. Mais je me suis parfois retrouvé à me dire, on a l'impression que les personnages ne sont plus que leur fonction. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont plus qu'une version en 2D de ce qu'ils étaient en 3 dimensions. C'est-à-dire ils sont en mouvement, plutôt que d'être dans quelque chose de plus intériorisé, de plus profond émotionnellement que ce qui s'appelle. Je suis d'accord, mais en même temps, encore une fois, il faut savoir terminer une série. Et si on parle, pour filer la métaphore sur les ellipses, si on parle d'une ellipse, moi la seule qui m'est véritablement gênée, et là, parce que j'ai lu les livres, c'est que dans les livres, Martin explique bien que le mur qui doit empêcher les marcheurs de passer, c'est pas simplement un mur physique extrêmement élevé, etc., etc. C'est aussi un mur magique. Et que quand les marcheurs blancs arrivent près du mur, ils se détruisent eux-mêmes si jamais ils s'approchent du mur. Or, et d'ailleurs on voit bien dans la scène finale, dans le dernier épisode, les marcheurs s'arrêtent en lisière de forêt. Et c'est le dragon et le roi des marcheurs, le roi de la nuit, qui s'approchent. Mais théoriquement, si on suit Martin, il n'aurait pas pu s'approcher comme ça du mur et le mur n'aurait pas pu être détruit. Ça, c'est une vraie différence par rapport au livre. Pour continuer sur la discussion qu'on avait sur la narration de cette saison 7, il y a Robin qui dit « Ne trouvez-vous pas que la dernière saison a perdu ce petit côté hors du schéma narratif habituel qui faisait sa marque de fabrique pour revenir vers un format bien plus grand public ?» Je suis assez d'accord, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, hein, mais c'est vrai que ce qui était plaisant dans Game of Thrones, c'est ce côté pluriel, cette espèce de puzzle qu'on remontait au fur et à mesure. Alors il y avait des personnages qu'on aimait moins, d'autres qu'on aimait plus, et puis on se disait mais où est passé un tel, ça fait 3 épisodes qu'on ne l'a pas vu, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de l'ordre. J'avais l'impression de voir un jeu de rôle avec un plateau où on avançait les pions comme ça, les uns après les autres, mais en même temps, encore une fois, je me plains de quelque chose, cette évolution est logique. On ne peut presque pas reprocher aux scénaristes d'étaler dans ce sens-là, puisqu'il y a un moment où quand la moitié des pions sont morts et que tout le monde s'est regroupé, ils sont regroupés. C'est un fait. Mais en même temps, moi, j'ai toujours été assez bluffé par les scénaristes de Game of Thrones, parce que c'est vrai que j'ai lu les 17 épisodes en livre.
franchement, c'est un conteur hors pair, Martin, mais ce n'est pas un écrivain hors pair, loin s'en faut. Et pour vous dire à quel point il était noyé dans ses personnages, c'est qu'à partir d'un certain moment, dans les romans qu'il écrit, il fait 4 romans sur l'axe nord-sud, et 2 romans sur l'axe nord-sud, ensuite 2 romans sur l'axe est-ouest, ce qui lui permet de ne pas traiter tous les personnages en même temps. Ils n'ont pas du tout, les scénaristes de la série n'ont pas du tout eu ce parti pris. À partir de la saison 4, ils continuent à mêler tous les personnages en même temps. Moi, je trouve qu'ils y réussissent remarquablement bien, mais au prix d'un découpage extrêmement séquencé de la série, à partir, en gros, de la saison 3 jusqu'à la saison 7. Et à la saison 7, on retombe sur une narration beaucoup plus resserrée, et on peut lui reprocher ce côté blockbuster et tout, mais un bon blockbuster, franchement, c'est pas désagréable non plus, quoi. Adrien va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait. Adrien dit qu'il faut bien dénouer l'intrigue, ça ne peut pas se finir par des dialogues, par des épisodes de dialogue avec tout le monde aux 4 coins du monde. C'est un fait. C'est un fait. Mais en fait, c'est l'évolution logique de la série qui nous... Moi, c'est presque rétrospectivement que ce qu'elle était avant me manque. Je me souviens sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui avait dit « De toute façon, personne n'est jamais content et tout le monde va se plaindre forcément de Game of Thrones parce que c'est un tel phénomène qu'on essaye de chercher la petite bête. » Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de plus humain et de plus touchant, je trouve. Et dans cette saison 7, les quelques scènes de dialogue que j'ai trouvées plus approfondies, alors je ne sais pas c'est dans quel épisode, c'est dans un des tout derniers, il y a une scène de dialogue entre Tyrion et Daenerys qui est particulièrement réussie, je crois que c'est vraiment sur la fin. Il y a évidemment la scène entre Cersei et Tyrion dans le bureau, qui sont des scènes qui sont, je trouve, bien plus émouvantes, parce qu'il y a quelque chose de l'intime de ces personnages qui se joue. Et c'est vrai que les grandes cavalcades au-delà du mur et les batailles, etc., où il y a peut-être des figures imposées. Je vois cette scène où notre ami sauvageon barbu est à ça de se faire happer par les pieds dans un trou et finalement se fait sauver au dernier moment, sans parler de cette scène grotesque où il y a le tonton Snow qui déboule et qui le sauve de nulle part. Ça, c'est des ficelles que je trouve un peu vulgaires pour une série qui avait la subtilité du dialogue et de l'humain comme Game of Thrones. Oui, mais encore une fois, dans la saison 7, ce qui est quand même vraiment réussi, c'est que, franchement, les scènes de bataille avec les dragons, ça le fait quand même. Wonder dit scène de bataille grandiose. Attendez, il faut quand même pas bouder ça. Moi, faut quand même pas bouder son plaisir. Et par ailleurs, ça s'est alterné avec le dernier épisode de la saison 7, qui est un épisode superbement écrit. Excellent. Superbement écrit. Et où les scènes de bataille, celle avec le dragon, extrêmement spectaculaires, mais c'est 10 minutes sur un épisode d'1h20, quoi. Donc il faut arrêter aussi, quoi. Ça, on est d'accord. Non, mais c'est pour ça que, rétrospectivement, c'était pas si mal d'avoir 1 ou 2 batailles par saison et pas plus. Mais ceci étant dit, tout le monde parlait de la fameuse scène avec les dragons et Jaime, enfin cette bataille-là, celle qui a un petit côté western, etc. Je m'attendais à un truc absolument extraordinaire et j'en suis revenu à la bataille des bâtards et à cette scène où Jon Snow a été avec son épée face à tous les chevaux qui lui foncent dessus et cette espèce de bruit, quoi, de furie qui se passe autour de lui. J'ai pas retrouvé quelque chose d'aussi fort. Dans ces batailles de la 7e saison. Alors, est-ce que je suis pourri gâté et que j'en ai tellement vu que finalement plus rien ne m'impressionne? Je ne sais pas. Est-ce que le dragon n'est pas une figure qui me plaît autant que ça? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça tout à fait plaisant et divertissant, mais pas aussi spectaculaire que pouvaient l'être les batailles humaines. Oui, mais forcément. Alors, tu as exactement le mot. C'est que jusqu'à la saison 6, on est sur des batailles humaines. Donc crédibles presque. Donc on met en scène des batailles humaines. À partir du moment où on arrive avec les dragons, c'est l'arme nucléaire. C'est-à-dire que quand ça arrive sur un champ de bataille, ça détruit tout. Donc les batailles durent moins longtemps. Il y a un côté spectaculaire, mais pas autant, quoi. D'ailleurs, je me demande pourquoi les dragons ne s'attaquent pas direct au roi de la nuit, là, et pourquoi ils s'emmerdent à faire des cercles pour brûler les autres autour, alors qu'ils pourraient très bien aller tuer le chef directement. Mais bon, ça serait la fin de la série, ça serait dommage. Réponse dans la saison 8. Oui, il y a Dean qui parle de la scène d'action de la fin de l'épisode 2, je ne me souviens pas, qui dit que c'est nanardesque, mais le reste est assez impressionnant. Je ne me souviens pas de la scène de la fin de l'épisode 2. Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider, moi non plus. Voilà, mais c'est noté quand même. Désolé pour Dean. On va avancer, il y a une question de Clément, mais je pense qu'on va la garder pour un peu plus tard. Est-ce que finalement, quand même, au-delà de tout ce spectaculaire, de tout ce qu'on a pu dire, il y a quelque chose à tirer en sous-texte, si j'ose dire, de cette saison
7, de quoi est-ce qu'elle parlait? On aime toujours coller aux séries télé, à Game of Thrones en particulier, une lecture géopolitique pour pousser les choses un peu loin. Est-ce que ça nous parle de quelque chose, de cette guerre, de ces nécessités d'union, de ce danger au-delà du mur, dans la série elle-même et dans sa narration? Donc où va-t-on? Et puis peut-être, soyons journalistes, essayons de voir si peut-être on peut y lire quelque chose de l'état du monde. Non, très franchement, enfin bon, on peut toujours tirer, on peut toujours analyser, disséquer la série et la raccrocher à ce qui se passe ici, au Moyen-Orient ou ailleurs, mais c'est une série d'heroic fantasy, c'est une fiction, prenons-la comme elle est, c'est une bonne fiction, je ne suis pas sûr que tous les enseignements ont déjà été tirés, on a donné les différentes figures de Machiavel, etc., etc. Tout a été dit là-dessus. Je ne pense pas que la saison 7, en l'état, fasse avancer quoi que ce soit par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Alors, par rapport à elle-même, par exemple, il y a quelque chose qui était très intéressant et qui a été relevé assez vite, c'est à de rares scènes près, tout le monde est habillé en noir. Noir, c'est noir, oui. Et donc, évidemment, avec les tensions qu'il y a et les jeux, les mensonges, les trahisons, etc., moi, je me suis dit, peut-être que ça veut dire que Game of Thrones, finalement, à la fin, eh ben, tout le monde va mourir. Ça va être un massacre total et les White Walkers vont gagner puisque les êtres humains ne sont pas capables de s'unir. Ils vont s'auto-détruire et ça sera une belle leçon, finalement, de la nécessité de cesser de se faire la guerre. Je ne dis pas que c'est un message pacifiste, Game of Thrones, mais est-ce qu'il y a ce risque, finalement, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du deuil qui soit annoncé par cette couleur? Non, je ne crois pas, parce que le deuil, c'est noir en Occident, mais c'est blanc en Orient. Donc, pour moi, la couleur n'est pas significative. Alors, si on considère que c'est un film qui vient de l'Occident, effectivement, on pourrait considérer qu'on va vers une fin tragique et tout, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer ça. En tirer la conclusion que tout le monde va mourir. D'ailleurs, Martin lui-même disait qu'il y aurait des rescapés. Alors, Martin s'est complètement retiré maintenant du scénario, donc les scénaristes feront ce qu'ils voudront. Mais en tout cas, on voit mal que tout le monde disparaisse. Je ne pense pas que ce soit même la philosophie de la série. Alors, quelle fin, cette saison 7, qui est l'introduction de la fin, c'est presque la première moitié de la dernière saison, annonce selon toi? Tu vois quel mouvement se dessiner là? Alors là, c'est le plus gros, attention spoiler, il est pour maintenant, parce que finalement, c'est les enseignements de ce qu'on a pu apprendre. Où est-ce que ça nous mène? Et après, on prendra les questions de Clément et d'Edina qui posent des questions concrètes là-dessus. Ça nous mène vers quelque chose d'extrêmement classique, hein, c'est-à-dire deux armées qui se font face, qui au dernier moment s'allient parce qu'il y a encore plus dangereux qu'elles. Les trahisons vont continuer parce que les anciens ennemis d'hier ne deviennent pas forcément des amis parce qu'ils sont opposés à un tiers. A priori, Cersei, elle ne va pas franchement s'allier. Ah non, Cersei, très clairement, ne va pas s'allier. Cersei, c'est vraiment Machiavel, c'est-à-dire qu'elle le dit elle-même, elle va attendre que... Dans tous les cas, elle estime qu'elle sera gagnante, puisque soit les marcheurs blancs seront défaits, mais ils seront défaits sans doute à un prix très très lourd qui va largement affaiblir l'arc Daenerys Stark, et dans ce cas-là, elle peut espérer les vaincre. Soit les marcheurs blancs gagneront, et ce sera à elle de jouer, mais les marcheurs blancs auront été aussi sans doute affaiblis. Donc elle joue cette carte-là très clairement. On va prendre les questions. Alors, moi, je continue de penser qu'il y a une possibilité que cet arc dont tu parles, Targaryen Stark, qui est évidemment relié maintenant par Jon Snow de ce qu'on sait de lui et de ce qu'on sait de sa vraie identité, il y a quand même un risque. Et d'ailleurs, Edina demande simplement qui va renier Dany ou Snow, donc concrètement, lequel va admettre que l'autre soit le leader. On a bien compris que ça ne sera pas Daenerys, hein, clairement, que ce n'est pas le genre, elle veut que tout le monde mette le genou par terre, donc il faudra bien que tout le monde mette le genou par terre. Sauf que, a priori, notre ami Jon Snow, qui ne s'appelle plus Jon Snow, mais Aegon Targaryen, si je ne dis pas de bêtises, c'est a priori l'héritier légitime du trône. Donc il pourrait très bien s'affronter, ces deux-là, plutôt que de faire équipe. Oui, il ne t'aura pas échappé non plus que Cersei est enceinte, que Jon Snow et Daenerys ont couché ensemble et que peut-être qu'un jour, Daenerys, qui est supposée être infertile, ne le sera pas, et peut-être que c'est la génération suivante, à la génération suivante que ça se feront la guerre. Que ça va définitivement se régler. Non, mais on peut tout imaginer à ce stade. Hein. On peut sûr. tout imaginer. Clément dit, quel destin imaginez-vous pour Gendry? Alors là, c'est quand même
personnage secondaire, mais qui n'est pas si secondaire que ça. Je le vois bien survivre à Danny, John et compagnie. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est donc le fils, il est le bâtard de Robert Baratheon, qui est ressurgi à la fin de cette saison avec une très jolie masse. Et qui, c'est vrai, on l'avait presque oublié, et qui, s'il redéboule là, c'est qu'il a un rôle à jouer là-dedans, quand même, a priori. On peut penser, ouais. Mais j'ai un peu de mal à me projeter, là, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. D'ailleurs, ça aurait pu être un tour de passe-passe des scénaristes de nous le faire apparaître pour qu'il se fasse mieux attraper par les marcheurs blancs derrière, et pour nous émouvoir. Il y a Jean qui dit « Jaime Lannister partira-t-il s'occuper du mur, ou le mur n'aura-t-il plus raison d'exister ?» Alors, je ne comprends pas la deuxième partie de la question, où le mur n'aura-t-il plus de raison d'exister? De toute façon, il est détruit, ce mur, donc a priori... Il est en partie détruit. Ouais. Il a laissé passer les marcheurs blancs. Ouais. Il existe toujours, il sera assez facile. La question de Jean, je pensais plutôt, est-ce que Jaime restera avec sa sœur? Est-ce qu'il sera bête jusqu'au bout? Non, je déconne. Non, mais moi c'est voilà encore une chose qui m'a un peu agacé dans cette saison 7, c'est que ce personnage dont j'avais beaucoup aimé l'évolution, qui grâce à Brienne s'était humanisé, complexifié, qui était plus sensible, etc. Là, bon, je veux bien que l'amour rend aveugle, mais il y a des limites quand même. Et là, du coup, renie presque ce qui avait fait sa subtilité, je trouve, dans cette saison 7, et pas celui qui a reçu le meilleur traitement. Oui, mais c'est pas simplement l'amour. James, il est descendant d'une maison et il a quand même un code de l'honneur, James, qui fait que jusqu'au bout, il défendra sa maison et sa sœur si c'est elle qui défend la maison. Alors, on a vu qu'à la fin... Ou pas, moi j'aimerais bien qu'il... Il y a une vraie ambiguïté là-dessus. Ouais. Et ça, c'est une des vraies dernières ambiguïtés habilement laissées par les scénaristes. Elle, comme elle est très amoureuse, elle sous-entend quand même que s'il n'est pas d'accord, il y a l'autre balèze qui va lui éclater la tête, ce qui est comme pas très sympathique de sa part. Ouais, d'ailleurs, cette scène est assez... Oui, j'ai cru qu'il allait y passer. Alors oui, juste pour revenir rapidement sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la fin de l'épisode 2, Edine et Julien nous rappellent que c'est la bataille navale, où il y a le tonton Greyjoy qui déboule, oui, c'est vrai que c'est un peu grotesque. Exact. Mais c'est assez rock'n'roll, et il est d'ailleurs assez rock'n'roll, quel est son prénom? J'en ai oublié. Euron Greyjoy, voilà, c'est ça, il est assez rock'n'roll, notre ami qui jouait dans Borgen avant d'ailleurs. Allez, encore une petite réflexion. La meilleure fin ne serait-elle pas la destruction du trône de fer et la naissance d'une forme de démocratie? Ah, ça serait intéressant. Ils ont que 6 épisodes pour le faire. Il y a intérêt à ce qu'il soit costaud. Parce qu'il faut d'abord régler le compte des White Walkers et ensuite faire créer une démocratie. Mais je ne suis pas sûr que Cersei, qu'il puisse y avoir un vote pour savoir qui ils vont élire entre Cersei, Daenerys et Jon Snow. Non, mais surtout, on peut imaginer que s'il doit y avoir un jour une forme de démocratie, elle sera quand même plutôt du côté de Jon Snow ou de Daenerys que de Cersei, ça c'est sûr. Même si Daenerys, dans cette saison 7, a montré certains mouvements d'humeur qui laissent à penser qu'elle n'est pas tout à fait démocrate. Non. Mais on verra bien. Mais on vit quand même dans un monde qui n'a rien de démocrate et où on est roi de père en fils ou de père en fille. Donc, certes. On a deux petites réflexions. Sylvain qui dit « Jaime quitte sa sœur à la fin ». Je ne sais pas si c'est une affirmation sur la saison 8 ou si c'est un constat sur cette saison 7. C'est pas clair, il y a une ambiguïté. On ne sait pas s'il s'en va pour de bon ou s'il s'écrase et que... Voilà. Ah, on peut faire les paris, on a l'impression qu'il s'en va pour de bon, quand même, moi, je trouve. On a plutôt l'impression. Léo, Tyrion va-t-il trahir Daenerys et se rapprocher de sa sœur enceinte? J'y crois pas trop, moi. Enfin, ça m'étonnerait que Tyrion y retourne. Je crois il est plus très copain avec les Lannister, Tyrion. Non, moi je vois pas ça non plus. Ça me paraît improbable. Oh là, ça tombe là. Alors, Patrick, vaudrait peut-être mieux débriefer la 3e saison de Twin Peaks. Non, c'est sur telerama.fr que ça se passe. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne, cet article, mais c'est prévu. Et je m'en suis chargé aujourd'hui, cher Patrick. Donc vous allez pouvoir lire ce que j'en pense en ligne. Mais alors, débriefer la 3e saison de Twin Peaks, ça serait un Facebook Live de 2 jours et demi, je pense. Parce qu'à côté, Game of Thrones, c'est simplissime. Donc, on était là pour parler de Game of Thrones. Et on n'est pas dans le blockbuster. Et alors là, on n'est pas dans le blockbuster. Twin Peaks, c'est à peine 200 000 téléspectateurs aux États-Unis contre plusieurs millions. Contre 12 millions pour le dernier épisode. Voilà, de Game of Thrones, sans compter évidemment tout un tas de manières de regarder Game of Thrones, qui en fait toujours la série la plus appréciée de ceux qui ont les chaînes correspondantes ou pas. D'ailleurs, c'était HBO, on n'a pas cité HBO depuis le début, c'était OCS City en France qui diffusait cette saison 7 de Game of Thrones. On va prendre une petite minute
minutes à la fin de ce premier Sérirama live, ce premier Facebook live, pour faire rapidement le tour, je vais m'en charger, des choses dont on va parler sur Télérama.fr dans les semaines qui viennent, mais certainement ici dans les débats et dans les émissions Sérirama, qui est la rentrée des séries, puisqu'on s'en approche. On est encore un demi-pied dans les vacances. Ça va commencer sérieusement à chauffer dans les jours et les semaines qui viennent. Quelques séries à mettre en avant, puisqu'on parlait de séries américaines, j'ai choisi d'abord des séries américaines. On va vous parler de The Deuce, la nouvelle série de David Simon. David Simon, que j'appelle personnellement le dieu David, qui est le créateur de The Wire et Trémé. The Deuce qui commence le 11 septembre sur OCS City, donc c'est du HBO, hein, tout ce qui est HBO est OCS en France. Et ça tombe bien parce que ça sera la prochaine émission de Sérirama. Et dont le premier épisode est déjà disponible sur OCS Go. Pour les abonnés OCS, c'est déjà visible. Allez jeter un coup d'œil. Évidemment, on en parlera dans Télérama. The Deuce, une série qui se passe en 1971 sur la 42e rue de New York, surnommée The Deuce, et qui va suivre tout un groupe de personnages avec en leur centre des prostituées, mais aussi les proxénètes, mais aussi un patron de bar qui est joué par James Franco, une prostituée qui est jouée par Maggie Gyllenhaal, qui est, elle, indépendante, puisqu'elle n'a pas de macro. Et on va suivre comment ces personnages vont réagir très progressivement. Ça prend du temps dans cette première saison à l'explosion de l'industrie du porno. Sujet on ne peut plus politique, au-delà de ce que ça peut paraître, pas du tout racoleur, sur les obsessions de David Simon, c'est-à-dire la politique américaine, la société américaine, et là en l'occurrence la misogynie de la société américaine et l'impact qu'a pu avoir l'ouverture du porno à un plus grand public. Ça, ce sera le 11 septembre sur OCS et c'est le prochain Sérirama, on en reparle donc dès la semaine prochaine. Star Trek Discovery qui arrivera le 25 septembre sur Netflix, c'est pas une série Netflix mais elle la diffuse en France. Le retour de Star Trek, alors là, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que j'ai pu rien voir, contrairement à The Deuce. Mais évidemment, ce qu'on va attendre de cette série, c'est qu'elle soit d'un point de vue technique au point. Star Trek, évidemment, franchise la plus célèbre de space opéra. Et surtout, ce qu'on va attendre, c'est qu'elle ait quelque chose à dire par rapport à la série des années 60, qui était une série géopolitique, c'est un grand mot, mais qui en tout cas donnait une image optimiste des relations entre les peuples. Qu'est-ce que Star Trek va pouvoir raconter de l'état du monde dans l'état dans lequel se trouve le monde aujourd'hui, en particulier de l'Amérique? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Évidemment, on en reparlera le 25 septembre. Aussi à suivre, le 3, j'ai mis dans l'ordre de diffusion, le 3 octobre, The Mayor, qui commencera sur ABC. Là, c'est de la série américaine sans diffusion française pour le moment. Elle m'intéresse parce que c'est l'histoire d'un jeune rappeur afro-américain qui va se présenter pour se faire de la pub à l'élection municipale de sa commune. Et il est tellement cool, il est tellement pertinent, il est tellement pas langue de bois qu'il va être élu. Et donc ce personnage qui n'avait rien à faire en politique va se retrouver en politique. Est-ce que là aussi on lira une critique des débuts du mandat de Donald Trump derrière cette histoire-là? Faut voir comment la politique finalement est prise comme un outil promotionnel par des gens qui n'ont pas les compétences. Évidemment, The Mayor sera là pour en rire, là où Donald Trump n'est pas a priori là pour en rire. Et enfin, on ne ratera pas Mindhunter le 13 octobre sur Netflix. La nouvelle série produite et réalisée par David Fincher et non pas David Simon. Donc là, plongée dans la naissance du profiling avec à la fin des années 70, des personnages qui vont à la rencontre des agents du FBI qui vont à la rencontre des serial killers les plus dangereux de leur époque, serial killers enfermés, pour leur parler, pour les interviewer et pour collecter des éléments de réflexion pour attraper les serial killers qui suivront. Donc série qui va certainement être à la fois historique sur qu'est-ce que le profiling, comme on connaît aujourd'hui, et aussi une réflexion sur la limite dangereuse que le flic peut franchir pour se rapprocher du criminel et jusqu'où finalement s'entretenir, se rapprocher des gens les plus dangereux peuvent éventuellement faire de nous quelqu'un de dangereux. Donc un thriller psychologique comme on dit. Un petit mot peut-être pour finir des séries françaises, parce qu'il y en a. Ce soir, La Mante commence sur TF1. Personnellement, je n'ai pas été enchanté. C'est une série dont il y a eu des commentaires assez positifs. L'histoire d'une tueuse en série qui est qui est enfermée, qui est jouée par Carole Bouquet, qui est enfermée depuis plus de 20 ans et qui va accepter d'aider son fils, joué par Fred Testo, qui doit mener une enquête sur un copycat, comme on dit, un copieur des crimes de la tueuse en série en question. Ça fait penser au Silence des agneaux, finalement, dans le pitch.
j'ai été ni touché par cette relation mère-fils, fils, pardon, ni par l'interprétation, ni par la mise en scène et le rythme et le format que je trouve extrêmement formaté. Je sais qu'on est sur TF1 et qu'on ne demande pas que ce soit de la série comme sur Arte ou sur HBO pour parler d'une chaîne américaine, mais je trouve que c'est un format vu, revu et re-revu, et j'ai pas été du tout touché comme certains de mes confrères et consoeurs ont pu l'être. King Kong va arriver sur Arte. C'est une série comique sur une mini-série en 3 épisodes, les formats que fait Arte le jeudi soir, basée sur une histoire vraie d'un réalisateur sud-coréen qui s'est fait enlever par la Corée du Nord et contraint de faire des films pour le régime à l'époque, dans les années 70-80. Là, en l'occurrence, ça se passe de nos jours. C'est un régime fictif. Et c'est Jonathan Lambert qui joue un réalisateur de blockbuster français complètement déprimé, qu'on n'a plus rien à foutre de faire des films, et qui se retrouve là-bas. La comédie est amusante sans être hilarante, mais ce qui est très touchant, je trouve, c'est le regard que ça porte sur qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que la création, qu'est-ce que la contrainte dans laquelle on doit créer. Peut-être une dernière chose, c'est la prochaine série d'M6, Quadra, qui arrive le 19 septembre. Et qui raconte au cours d'un mariage la vie des proches des mariés à coup de flashback. Le mariage étant lui-même assez mouvementé, puisqu'on va avoir des révélations successives sur les deux mariés et sur leur vie privée. M6 qui s'est remis aux séries il n'y a pas longtemps, l'année dernière, enfin aux séries de soirée. Avant ça, c'est plus que des short-com, comme on dit, en fin de journée. Et qui tente là un format comique qui est assez amusant, plutôt bien interprété, mais qui manque de rythme, en tout cas dans les premiers épisodes, et qui profite de l'interprétation plutôt juste de ces acteurs et de personnages qui, pour certains, sont assez drôles, notamment la sœur de la mariée, qui est un personnage de névrosé assez traditionnel, mais plutôt intelligemment et assez drôlement dessiné. Pour le reste, c'est encore extrêmement prudent, mais c'est déjà un pas en avant par rapport à Glacé, qui était glacial et qui manquait sérieusement d'âme, qui était le premier polar d'M6. Voilà, c'est quelques séries sélectionnées un petit peu comme ça en mitraillette pour cette première émission. On en reparlera progressivement et dans Télérama et sur télérama.fr et ici dans Sérirama tous les lundis à 18h. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec moi pour cette première. Merci à toi Pierre et merci à tous d'y avoir participé. Et à la semaine prochaine.